Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouvel épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et aujourd'hui on vous parle d'un sujet tellement important, c'est-à-dire l'environnement. Et oui, on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous apprendre quelques notions de base et même vous faire connaître des entreprises et des organismes qui ont les mêmes valeurs que nous. Effectivement, Teresa, puis c'était tellement important, on a tellement ça à cœur qu'on a décidé de vous présenter 2 épisodes spéciaux environnement, donc ce n'est à pas manquer. Et voilà, et pour ce premier épisode, on s'en va voir les organismes du bassin versant de la Haute-Côte-Nord et on va voir aussi le Centre d'interprétation des marais salés de Longue-Rive. Teresa, savais-tu qu'il y avait un organisme qui s'occupait pour la protection de l'eau sur la Haute-Côte-Nord, directement aux Escoumins, là? Ben oui, je savais ça, mais parle-moi-en plus. Ben oui, ça s'appelle les bassins versants et justement, on est allé les rencontrer un petit peu plus tôt cette semaine avec notre ami Nicolas Ferron et voici un extrait. On est présentement avec Nicolas Ferron, directeur général de l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci. En fait, nous, l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord, on a comme mandat du ministère de l'Environnement de rédiger le plan directeur de l'eau. C'est un document qui rassemble toutes les informations qui existent sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, c'est-à-dire de Tadoussac jusqu'à Bétiamite. Toutes les informations qui existent sur l'eau, autant l'eau des lacs, des rivières, que l'eau des réseaux municipaux, des eaux usées. Donc, on touche vraiment tout ce qui est en lien avec l'eau bien dans notre mandat. Puis on rédige un document qui répertorie toutes ces informations-là, qui est le plan directeur de l'eau, et on établit aussi c'est quoi les problématiques au niveau de l'eau sur le territoire et les solutions à apporter pour résoudre ces problématiques-là. En fait, un bassin versant, ça a comme source toute l'eau qui coule, en fait, les précipitations coulent sur le territoire. Et toute l'eau qui tombe sur le territoire, qui coule vers une seule et même rivière, constitue le bassin versant. Dans le fond, la ligne des montagnes délimite le sommet des bassins versants. Oui, bien déjà ici, en ce moment, on se trouve dans le bassin versant de la rivière des Escoumins. On est en bordure de la rivière. Il y a aussi notre plus gros bassin versant, c'est évidemment le bassin versant de la rivière Bétiamite, qui a environ 18 000 km². Donc, c'est vraiment un énorme bassin versant. Sinon, aussi, on retrouve le moulin à Baude, qui est dans le coin de Sacré-Cœur-Tadoussac. On a Grande-Bergeronne, Petite-Bergeronne. En fait, toutes les rivières que l'on croise le long de la 138 constituent des décharges de bassins versants. Oui, bien en fait, nous, on fait beaucoup de promotion, de sensibilisation auprès des jeunes. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, cette année, ça a remis beaucoup de choses en doute. Ça a changé les Ça a changé choses, beaucoup ouais. notre planification. Normalement, on fait beaucoup d'animations dans les camps de jour pendant l'été. On fait des activités d'initiation à la pêche. On fait beaucoup d'activités avec les jeunes, avec les familles. Là, on a dû mettre ça un peu sur la glace pour cette année. Donc, on s'est retourné plus vers l'acquisition de connaissances. Donc, on fait beaucoup cet été d'inventaire au niveau des poissons, des amphibiens, des écrevisses. C'est ça. On se promène sur le territoire puis on va chercher l'information qui nous faisait défaut jusqu'à présent. Oui, c'est certain. Selon nous, dans le fond, beaucoup passe par l'éducation des jeunes. Si on montre aux jeunes à faire attention à l'eau, bien, c'est sûr que dans quelques années, on va voir une grande amélioration. Puis souvent, les jeunes en parlent à leurs parents, puis l'information chemine beaucoup plus facilement quand ça provient Effectivement, des enfants. puis les enfants, on est habitués à ce que l'information, les enfants c'est des éponges un petit peu, leur cerveau, donc ils assimilent beaucoup l'information. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile peut-être lancer le message aux enfants qu'aux adultes, justement Oui. pour la préservation de l'eau? Oui, puis les enfants aussi sont souvent très ouverts. Ils n'ont pas de préavis défavorables, par exemple, envers les milieux humides ou tout ça. Donc, ils sont vraiment intéressés. Puis aussi, c'est tout dans la façon de leur apporter l'information. Là, on essaie d'amener ça dans des jeux, puis de leur faire découvrir, de les faire... On a un beau territoire, on a un grand territoire, on les amène sur le terrain, voir c'est quoi une plante carnivore, où est-ce qu'on peut en trouver, comment que ça vit. Puis on va chercher, on captive leur attention comme ça, puis c'est à ce moment-là qu'ils retiennent le plus l'information.
tout? Bien ça, en fait, Jouer un mois de l'eau, ça fait 2 ans que c'est... en fait, ça fait 3 ans, mais ça fait 2 ans qu'on a du financement pour Jouer un mois de l'eau. C'est un projet de sensibilisation, donc on veut vraiment sensibiliser la population. Puis cette année, la pandémie nous a forcés à faire de la sensibilisation via les médias sociaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de faire des capsules vidéo, puis même on a rédigé des dépliants aussi qui sont disponibles à d'autres bureaux. Mais sur les médias sociaux, vraiment, la vidéo, ça accroche. Dans l'équipe, on est 4 permanents, puis là, cet été, on a 2 étudiantes en plus. 2 étudiantes. Et qu'est-ce qu'elles font, les étudiantes, pour vous aider dans vos projets en ce moment? Là, bien, en ce moment, les étudiantes sont sur le terrain pour acquérir de l'information principale. Bien, en fait, au départ, avant d'être l'organisme de bassin versant, on était le conseil de bassin de la rivière des Escoumins. Donc, on était vraiment situé aux Escoumins parce que notre organisme s'occupait exclusivement du bassin versant de la rivière des Escoumins. Mais avec le changement de mandat, on a décidé de conserver notre bureau ici parce qu'on est vraiment central sur le territoire. Aller à Bétiamite, c'est environ 1 heure, puis c'est environ 45 minutes aller à Sacré-Cœur. Donc, on est vraiment central, on peut aller... Donc, le but du projet principal vous a amené, dans le fond, à être plus centralisé, finalement, puis que ça revient bien au bout du compte, finalement. Oui, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de la visite. Là. On a un gros présentoir à dépliants. On est très heureux de partager toute l'information. Quelqu'un qui a une question sur n'importe quel sujet touchant à l'eau, ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis notre porte est toujours ouverte. Là, ça se peut que dans le cadre de la pandémie, des fois, elle soit plus fermée, là, mais il suffit de cogner puis on va mettre nos masques et on va pouvoir vous répondre. Oui, bien en fait, pour l'eau potable en particulier, il faut éviter d'arroser son asphalte. On peut privilégier de passer un balai. Déjà, c'est une action qui peut-être demande plus d'énergie, mais qui est beaucoup mieux pour les réserves d'eau, surtout quand on sait qu'il y a des grandes périodes de sécheresse comme on vit actuellement. Les niveaux d'eau des réserves municipales diminuent, donc arroser son asphalte, c'est peut-être pas la meilleure utilisation de l'eau qu'on peut avoir. Sinon, utiliser des minuteries pour arroser son jardin ou avec des tuyaux goutte à goutte. Comme ça, on envoie vraiment l'eau aux racines, on évite qu'elle s'évapore inutilement. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? On sait que bon, l'été bat son plein, mais qu'est-ce qui se passe peut-être avec votre organisme durant l'hiver, justement? Bien, souvent, l'hiver, on compte les données. On acquiert beaucoup d'informations pendant l'été, donc pendant l'hiver, on compile ces données-là, on rédige des rapports, on fait des demandes de financement aussi. Puis sinon, on a un projet aussi qui est de l'analyse de l'eau des puits, que ça, c'est plus au printemps et à l'automne, malgré qu'on en fait tout l'été aussi. On se déplace chez les gens, on prend des échantillons de leur eau, on leur parle de leur puits, puis ensuite de ça, on leur transmet les résultats pour savoir si leur eau est potable. Parce que c'est quelque chose qui souvent est sous-estimé. Dans les réseaux d'aqueducs municipaux, ils sont régulièrement testés, mais quand on est propriétaire d'un puits, bien, cette tâche-là, elle nous revient, puis elle est souvent oubliée. Nicolas Ferron, merci beaucoup pour cette entrevue, puis on vous souhaite un bon succès pour la suite des choses et pour respecter notre faune et notre flore en Haute-Côte-Nord. Merci beaucoup. Merci d'être là. Les prochaines années peuvent peut-être s'avérer un petit peu terrifiantes concernant les changements climatiques qui peuvent apporter des espèces en voie de disparition, des catastrophes naturelles de plus en plus. Mais bref, pour calmer cette éco-anxiété-là, je crois que c'est le temps aussi de reconnaître les bonnes nouvelles environnementales qui viennent à nous quand même, parce qu'on a beau y penser, mais on fait des efforts là, pour freiner tout ça, hein, Sarah? Il y en a, ça s'en vient. Et on a parlé beaucoup dans les dernières années, plus précisément il y a 30 ans à peu près de ça, dans les années 80, les pluies acides. Donc, ça nous préoccupait vraiment beaucoup, les scientifiques. Mais là, on voit qu'il y a quand même une certaine amélioration. On ne dit pas que c'est parfait en ce moment, mais il y a une amélioration par le fait que les États-Unis et le Canada, donc des pays nord-américains. Et je te parle ici aujourd'hui du Clean Air Act, qui est le pacte, dans le fond, que les États-Unis et le Canada ont signé dans les dernières années, ce qui a fait en sorte qu'avec ce pacte-là, qu'il y a moins de pollution dans l'air ambiante, qui fait en sorte que, on le sait, hein, l'air avec la pluie, la pluie, elle s'en va dans le sol. Et puis, hein, on connaît notre système des nuages et des pluies. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de pluie acide. Il y en a encore, mais qu'il y en a de moins en moins. On voit une certaine amélioration depuis quelques années, surtout en pays, aux États-Unis et au Canada. Et voilà, donc vraiment un grand pas là, quand même pour ces pays industriels quand même, parce que c'est là qu'on émet le plus de déchets dans l'atmosphère, j'ai le goût de dire. Exactement. Et savais-tu aussi qu'on parle de l'air en ce moment, mais on parle aussi de l'océan, que les scientifiques ont découvert que
les océans pouvaient être restaurés d'ici 2050 si les efforts sont préservés. Ça, c'est vraiment surprenant. Tu m'en apprends une bonne. Oui, depuis, tu sais, on est en 2020, là, on parle dans 30 ans, là, si les efforts, bien sûr, sont préservés pour justement la préservation et aussi le nettoyage des océans et gardés constamment, là, en 2050, on a des océans neufs. Passons directement de l'océan à la forêt parce que oui, on parle beaucoup de déforestation. Hein, de nos jours, il y en a vraiment eu beaucoup, mais on voit aussi qu'il y a une amélioration par le fait même qu'il y a 5 % de notre terre mondiale qui est occupée de plus par des forêts. Donc, ça veut dire qu'il y a une déforestation, oui, mais maintenant, la reforestation, si on veut, elle se fait beaucoup mieux. Et puis, c'est plus calculé lorsqu'il y a une déforestation. Donc, je pense que les entreprises vont justement replanter des arbres beaucoup plus rapidement, de façon plus écologique pour qu'on ait justement des belles forêts aménagées. Puis on va se le dire, la forêt, les arbres, c'est ce qui fait l'air. Hein. On en a tellement de besoin là, pour notre qualité d'air. Ça fait vraiment une différence. Pour absolument les produits aussi. Exactement. Donc si on peut avoir plus de forêts, c'est tant mieux pour nous. Sarah, justement, tu parlais d'air à propos des arbres. Et là, air m'amène à la couche d'ozone qu'on connaît si bien. Et d'après Météo Média, ce qui est assez surprenant, qu'est-ce qu'ils m'ont appris en fait, d'ici 2030 pour les pays de l'hémisphère nord, la couche pourrait être restaurée parce qu'on le sait très bien, il y a un trou, il y a des failles. Et pour l'hémisphère sud, d'ici 2050, autant que les océans, la couche d'ozone peut être restaurée en fait. Et encore une fois, je vais répéter, ça c'est si les efforts sont préservés à vivre un mode de vie plus sain et plus écologique. Tu viens de mentionner justement, Teresa, la couche d'ozone. Donc ça, c'est très important pour nous. Elle a affecté notre environnement à nous, mais elle a affecté aussi l'environnement de nos animaux, la préservation des animaux, en fait, parce qu'on en parle beaucoup depuis plusieurs années, la préservation de plusieurs espèces qui sont en voie d'extinction. Et puis là, on essaie du mieux qu'on peut de préserver certaines espèces. Et il y en a quelques-unes qu'on est capable quand même de préserver depuis 1979, en fait, si on parle des pigargues à tête blanche aux États-Unis. Donc, ils ont passé de 4 couple nicheur à 707 à partir de 1979 jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment énorme. Hein? Donc, c'est vraiment, dans le fond, en les préservant, en les mettant en étudiant un petit peu leur environnement, en les mettant dans des milieux un peu plus clos, puis s'assurer qu'ils aient nourriture et qu'ils aient un bel environnement. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut apporter. Donc, on va souhaiter pour nos autres animaux aussi, surtout en Amérique du Nord, au Canada, au Québec plus précisément, si on pourrait préserver tout ça, ça serait un bon exemple de donner suite à notre nature. Avec toutes ces bonnes nouvelles-là, Teresa, qu'on a soulevées, on dirait que ça m'a enlevé un petit stress de moins sur mon éco-anxiété parce qu'on va se le dire, on en avait pas mal hein, de l'éco-anxiété ces temps-ci. Oui. Mais ça veut pas dire qu'il faut relâcher nos efforts. Ça veut dire qu'il faut continuer. On prend ça comme une force de plus et on la redonne à la nature. Exactement. Sarah, est-ce que tu te rappelles de l'entrevue vraiment intéressante qu'on a eue avec M. Yves Laurencel du Centre d'interprétation des marais salés? Ben oui, Yves, il est partout puis il nous explique tellement d'affaires là, sur la Haute-Côte-Nord, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, mais là, on a parlé d'oiseaux, on a parlé de marais salés, évidemment, et c'était tellement intéressant. On vous met un extrait parce qu'il ne faut pas manquer ça, là. Donc, nous sommes présentement à Longue-Rive, plus précisément au Centre d'interprétation des marais salés, avec M. Yves Laurencel, agent de développement de la municipalité. Bonjour. Bonjour. Le centre d'interprétation a été construit en 1997 par l'ancienne municipalité de Saint-Paul-du-Nord. Le but du centre d'interprétation a toujours été le même. Ça se veut un peu éducationnel pour informer les gens sur l'importance des milieux humides et aussi des oiseaux migrateurs parce que
dans le Marais salé qui est derrière moi. C'est un lieu de passage qui est très, très important pour les oiseaux migrateurs le printemps et l'été et l'automne. Puis on a des colonies d'oiseaux aussi qui nichent puis qui se reproduisent dans le marais et qui passent l'été avec nous. Puis on a aussi, on voit toutes les années, on a un troupeau de bernaches du Canada résidentes, qu'on appelle, qui ne montent pas dans le nord pour aller se reproduire. Ils vont passer l'été ici. Là. Je ne les ai pas vus aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais on a un troupeau qui se promène là, dans le grand marais salé de Longueuil. On retrouve plus de 80 espèces d'oiseaux ici, mais ce qui est important à mentionner dans le marais salé de Longrive, c'est qu'on peut retrouver 5 espèces quasiment en voie de disparition. Okay. Le Bruyère Nelson, la piguère à tête blanche, en tout cas, il y en a 5, je ne les sais pas par cœur, mais je sais qu'il y en a 5, puis on peut les retrouver. Le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire du Saint-Laurent a fait des études là, dans les dernières années pour les retracer, mais il y a des ornithologues qui ont vu ces oiseaux-là par hasard. Fait que oui, on sait que c'est un milieu qui est propice à retrouver ces oiseaux en voie de disparition-là. Fait que c'est important pour nous de la protection du marais salé. Puis aussi, le marais, ce qu'il faut dire, c'est que Canard Illimité, ici, ils ont acheté toutes les propriétés au sud de la route 138 qui fait le tour du marais salé pour justement cette protection-là, pour protéger le milieu, pour pas qu'il soit détruit, puis aider à la nidification et à la reproduction des oiseaux migrateurs. Oui, c'est sûr que le marais salé, c'est un beau milieu pour nourrir les oiseaux migrateurs hein, par les plantes, par les racines, pour les oies blanches. Fait que oui, c'est pas un hasard, ça fait partie de la chaîne. OK. Pour quelle raison? Pour la nourriture? Comme je vous dis, la nourriture, ils partent du nord, ils viennent se reposer, ils se reposent sur le bord des berges du Saint-Laurent pour faire continuer leur chemin pour descendre dans le sud de l'Amérique. On travaille beaucoup avec le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire, autant pour faire le prélèvement des espèces qu'on y retrouve. Si on a des problèmes d'érosion, même de l'érosion côtière, parce que oui, ici à Longrive, on subit une certaine érosion côtière, mais en même temps, de perdre du terrain à certains endroits, on a de la recharge parce que le sable, il se déplace. Puis une problématique qu'on vit avec ce sable-là qui se promène dans l'eau, c'est que la pointe qu'on voit ici derrière moi, bien, elle est en recharge. Mais le sable qui se rend là, quand il n'est pas tout capté, il vient ensabler le marais salé. Il vient ensabler le milieu du marais. Okay. Fait que ça, bien, en sorte, ça détruit notre marais salé. Fait que le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire travaille beaucoup avec nous pour essayer de trouver des solutions pour stopper le sable en transit. T'sais, oui, on veut qu'il se stocke pour protéger la dune, mais en même temps, on ne veut pas qu'il y aille empiéter dans le marais. Fait qu'on essaie de trouver des solutions douces parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans des milieux d'importance comme le marais salé. Évidemment. Fait qu'on essaie de trouver des solutions douces pour arrêter le sable, pour le capter, qui s'arrête sur la côte et non qui viennent arrêter dans le marais puis enterrer notre marais salé. Donc, on essaie de trouver des solutions. Est-ce que, pour le moment, ça l'augure bien? Est-ce que ça s'en va vers une bonne voie? Bien, ça va bien parce qu'on remarque depuis quelques années, là, l'ensablement tend un peu à diminuer. Fait que, tu sais, je ne sais pas si c'est l'érosion qui est moins forte ou quoi, là, mais on voit que le marais, il rétrécit pas, là. Tu sais, on a comme contrôlé un peu le... Mais il faut toujours le surveiller. Fait que le comité ZIP est un bon allié avec nous pour tout vérifier ces choses-là. On a une petite exposition à l'intérieur qui explique bien. Même si tu n'es pas ornithologue, même si tu n'es pas un connaisseur sur les milieux humides, mais tu veux apprendre, on a une exposition avec puis des explications qui expliquent bien comment réagir le milieu. Okay. C'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, qu'est-ce qu'il faut protéger. On le définit bien. Nous, comme je disais tantôt en début d'entrevue, le marais salé, ce qu'on veut, c'est que ce soit un milieu éducationnel. Un milieu éducationnel pour tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, monsieur aguerri, l'ornithologue aguerri, l'écologiste aguerri, ou monsieur, madame, tout le monde qui connaît rien dans l'écologie ou quoi que ce soit, puis qui veut apprendre, bien, le centre d'interprétation des marais salés, bien, il se veut un milieu éducationnel pour ça. Bien, l'activité première, c'est comme je vous disais, l'activité première, c'est d'apprendre l'importance d'un milieu humide, qu'est-ce que ça représente pour nous, puis pourquoi il faut le préserver. Puis ensuite, la deuxième exposition, c'est les oiseaux qu'on y retrouve. Comment reconnaître les oiseaux. Aller sur, après ça, on a un petit sentier avec des panneaux d'interprétation sur la flore et la faune aviaire
du Marais salé. Fait que tu vois l'image, il t'explique la période de nidification, il t'explique où est-ce qu'il va se promener, vers c'est quoi son alimentation. On fait vraiment le détail de 8 espèces d'oiseaux, puis d'environ une dizaine de plantes qu'on retrouve dans le milieu. Mettons que ce soit des groupes d'école ou quoi que ce soit qui se présentent, qui font la demande, on offre des activités, encore une fois, en lien avec le comité ZIP. On fait venir un biologiste ou quelqu'un qui est plus aguerri avec les groupes, puis on peut donner des classes là, dans le milieu humide. À l'époque, on a donné aussi avec les enfants, on faisait des classes ailes vertes, qui étaient des classes une fois par semaine durant l'été. C'était avec des camps de jour. Les jeunes venaient puis apprenaient à découvrir le milieu humide, à quoi ça sert, sa faune, sa flore, puis les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qu'on peut y manger, qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que c'est ce qu'on offrait. L'entrée est gratuite, puis aussi, même si notre centre est fermé, je vous dirais un exemple, mettons le centre est fermé le 15 septembre, puis il y a des groupes, que ce soit le Festival des oiseaux migrateurs ou un groupe qui voudrait avoir une visite, on ouvre, on est très ouvert, on prend les réservations, on va s'arranger, il va y avoir quelqu'un, on va faire l'accueil, on va travailler avec les gens, on va venir les expliquer. Il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est fermé qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des activités privées uniques ou quoi que ce soit. Le centre d'interprétation fait partie, là, présentement, on est en train de travailler à revoir toute son interprétation puis son développement. Ça fait que oui, le centre d'interprétation va faire peau neuve bientôt, là, c'est sur la table. Fait que on s'attend d'ici quelques années, on va présenter un centre d'interprétation 2.0, si on veut. Là. Réinventer un peu. C'est à regarder dans les prochaines années, en fait? Oui, parce que la municipalité... même si c'est pas un endroit que tu pars puis ça l'éclate, c'est pas Disney World. Ouais. Mais la municipalité tient vraiment à garder la vocation du centre d'interprétation, garder sa vocation éducative, puis pour démontrer c'est quoi son importance. Fait que la municipalité tient vraiment à lui redonner, comme on disait tantôt, un vent de fraîcheur, puis pour repartir sur des nouvelles bases, mais toujours en gardant l'optique de le centre école. Donc, sur ce, on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions et on vous souhaite une belle saison là, avec le centre d'interprétation des Marais salés, en espérant que vous ayez beaucoup de visiteurs. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la première partie de notre épisode spécial, le environnement de notre émission À nous la côte. N'hésitez surtout pas à aller visiter notre page Facebook, à aimer, commenter et partager nos émissions et vraiment nous dire ce que vous en pensez et peut-être avoir des idées futures. On adore vous lire. Absolument. Mon nom est Teresa Fortier. Et Sarah Villemer. Et on vous souhaite une excellente soirée. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.